D'abord. Voilà. Enregistré. Bouh. D'ailleurs, Frédéric, n'hésite pas non plus à évoquer le talk de cet après-midi pour le CX Paris si tu le souhaites. Si tu souhaites partager un lien ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, Agathe, pareil, si tu souhaites partager le lien là, pour le programme de la convention dans le fil de discussion, n'hésite pas à le faire. Et ça peut être aussi de partager le lien vers le programme de cet après-midi. J'ouvre. Soyons fous. Hop. Alors, du coup, continuez. Hop, bon, bah, écoutez, salut. Donc, nous y sommes, Fred. Donc là, les personnes commencent à arriver. Donc, bonjour, messieurs, dames. Bonjour à tous. Bienvenue à ce petit pépite café de la marque avec nos amis d'Eloquent. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hop, bonjour Karen, bonjour Aurélie, bonjour à tous. Vous avez tout en bas. Je pense que maintenant, après 1 an et demi de Covid, vous savez comment fonctionne cette petite plateforme. Je crois qu'on est sur Zoom, hein, c'est ça. Du coup, tout en bas, sur de l'application, vous avez des onglets. Vous avez notamment un onglet discussion. Donc, si vous voulez papoter, chatter, dire bonjour, d'où vous venez, savoir comment vous allez, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à commenter dessus. En tout cas, soyez les bienvenus. Hop. Spectateurs. Donc, bonjour Aurélie, bonjour Karine, bonjour Cécilia, Isabelle, Karen, Nathalie, Patricia, Virginie. C'est très féminin ce matin. Est-ce que derrière MB, ce ne serait pas Molly Bauer? Si c'est le cas, bonjour Virginie. Hop. En tout cas, soyez bienvenus pour ce pépite café organisé avec Eloquent. Nous parlerons de la voix du client. Bonjour Nathalie, bonjour Karine, bonjour Patricia. Et vous pouvez également, alors n'hésitez pas, dans le chat de discussion, vous avez la possibilité de vous exprimer de ce qui s'appelle les panélistes, un mot très vilain pour dire Frédéric, Mathieu et ma petite personne. Et puis sinon, vous pouvez également mettre et tous les participants. Voilà, si vous souhaitez que vos questions soient vues de tous. Hop. Donc, c'est bien Virginie MB, donc bonjour. Écoutez, donc du coup, soyez les bienvenus. Vous êtes non pas en avance, mais voilà, on a ouvert quelques minutes avant. Puis on débutera à 30. Donc, si vous voulez vous prendre des cafés, surtout, n'hésitez pas. Alors, nous, on a pris notre réserve. Moi, j'ai mon 2000 litres de thé. C'est bien. Ça devrait à peu près aller. C'est parfait, tu devrais t'en sortir. Tu devrais survivre. Ouais, sauf si une envie pressante se fait venir, c'est le risque en fait. Ouais, c'est le risque, tu vois. On sent que l'expérience parle. Alors, on est déjà 18 en ligne, c'est pas mal. Hop. Donc, bonjour à Julie, Nathalie, Sébastien. Donc, d'ailleurs, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. C'est avec grand plaisir qu'on les prendra. Sur justement la voix du client chez Bouygues Télécom, parce que moi j'ai vraiment insisté pour que Mathieu nous fasse vraiment cette présentation, parce que je trouve que ce que fait Bouygues Télécom est vraiment très bien, et pour moi c'est un des meilleurs dispositifs voix du client qui y a actuellement, et c'est pour ça en fait que moi je voulais vraiment qu'on en parle ce matin, et tout ce que vous faites chez Bouygues Télécom, c'est vraiment sympa, quoi. Voilà. Ouais, c'est gentil. Non, mais vraiment, je trouve que le dispositif est complet, à la fois voix du client, avec l'écoute aussi au centre de contact, ce qui est assez original. Les dispositifs, il y a élu service client de l'année, il y a les écoutes collaborateurs, tous les comités satisfaction client. Donc, je trouve que c'est hyper complet. Et j'espère que vous allez trouver des petites idées à reprendre chez vous. En cours de renégo de contrat ou pas, Fred? Non, je ne pense pas. Même pas. C'est pour faire rire Mathieu. Non, vraiment. Oui, on se connaît depuis 5 ans. Enfin, Mathieu était là depuis 3 ans. Ça fait un petit peu plus de 2 ans que je suis chez Bouygues Télécom Entreprise. Puis 2 ans qu'on travaille ensemble sur toute la partie voix du client, réalisation des enquêtes, etc. Alors du coup, spectateur anonyme qui nous pose la question de savoir si, devant partir un petit peu plus tôt, il y aura un replay. Donc, je rassure la communauté, notamment la communauté d'Eloquent, puisque je crois que c'est votre usage. Oui, il y aura un replay qui est prévu dans les jours à venir. Donc, spectateur anonyme, vous avez votre réponse.
En tout cas, mais c'est vrai qu'il y a une forte fidélité d'Eloquent et Bouygues, puisque à l'époque, c'était l'ami Laurent Trojani que j'ai vu et entendu à quelques reprises intervenir. Puis il y avait Rudy aussi, de mémoire, la paire diabolique. Bah, écoutez, il est 9h30. Nous, on a pris l'habitude d'être à l'heure, puisqu'on nous a dit que c'était un peu l'usage et de convenance. Donc, ce que je vous propose, Fred et Mathieu, si vous en êtes OK, c'est qu'on démarre en présentant brièvement un petit peu l'association. Et puis, comme ça permettra aux retardataires désormais d'arriver, de reprendre le train en route. Donc, écoutez, bonjour à tous. Et puis, merci à Frédéric et Mathieu pour Eloquent et Bouygues d'avoir accepté de témoigner ce matin à l'occasion de ce Pépite Café. Pépite Café qui sont, dans le jargon de la marque, des rencontres traditionnellement mensuelles, même si en ce moment, c'est hebdomadaire depuis le début du mois, où nous proposons à nos acteurs, à nos membres, qui sont également acteurs de la relation avec une expertise, donc prestataires pour être sûr d'être compris, de venir présenter effectivement leur technique, leur expertise en binôme avec un client pour présenter un business case qui est l'occasion de montrer, une fois de plus, ce savoir-faire, cette expertise, puis en même temps de pouvoir se nourrir d'un retour d'expérience, de ce qui a pu marcher, moins bien marcher par rapport au sujet du jour, et puis de pouvoir favoriser un temps de questions-réponses à l'issue de l'échange. Donc, on est parti pour une petite vingtaine, ou plutôt une trentaine de minutes, une bonne trentaine de minutes d'échange de la part de Frédéric et Mathieu. Si vous souhaitez poser des questions en flux tendu, surtout n'hésitez pas à alimenter une fois de plus les petits onglets qui sont en bas de votre application ou du moins de votre page qui s'intitule Q&A ou discussion, pour poser vos questions. Peut-être que certaines pourront être prises à la volée, puis sinon on consacrera une quinzaine de minutes à l'issue de ce Pépite Café pour y répondre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque, puisque je suis sûr qu'il doit y en avoir encore quelques-uns, la marque, c'est une association qui a été créée il y a maintenant bientôt 17 ans, il faut que j'actualise chaque année, et qui réunit un peu plus de 300 entreprises, alors principalement françaises, de taille assez costaud en service, B2C, et qui se font fort de travailler les feedbacks clients, et particulièrement les insatisfactions, au motif et à la conviction que ces pépins peuvent devenir des pépites, pour reprendre notre fameux slogan. Et puis, on organise différentes activités, dont ces pépites café, mais aussi des conventions. Et donc, à ce titre-là, je vous invite et je vous incite fortement à bloquer la date du 9 juillet matin, où nous aurons une rencontre assez sympathique, pour ne pas dire exceptionnelle, sur le thème de l'incertitude, la relation client au défi de l'incertitude, et donc qui se tiendra sur le plateau télé de la Française des Jeux où nous avions tenu notre précédente convention, et avec des invités plutôt, j'allais dire prestigieux, mais surtout qui ont vraiment du contenu, et puis on aura peut-être l'occasion d'en parler à la fin de ce Pépite Café. Voilà, en 2-3 minutes, ce que je voulais vous dire, juste le temps pour permettre aux derniers de nous rejoindre. Frédéric, je ne vais pas être plus long, je vais bientôt effacer ma petite vidéo. Je vais vous laisser à tous les deux la parole, et puis je reviens dans une grosse trentaine de minutes au terme de votre échange. S'il y a besoin pour des raisons techniques ou de questions ou autres, je réapparaîtrai. Mais a priori, je resterai discret jusqu'au bout. Donc voilà, merci une fois de plus à tous deux. Questions-réponses, n'hésitez pas. Et puis, à tout à l'heure. Okay. Merci Marie-Louis. Alors, merci pour cette petite introduction. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la voix du client. Et donc, pour animer ce webinaire, on est deux cette fois. Donc, je me présente, je suis Frédéric Canevet, je suis Product Manager sur les projets Boots et également les projets digitaux chez Eloquent. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mathieu. Je te laisse te présenter. Donc, je suis Mathieu Mellou, je travaille chez Bouygues Télécom Entreprise et je suis chargé d'études expérience client depuis un petit peu plus de 2 ans. Du coup, je travaille sur tout ce qui est autour de la voix du client, donc la captation de la voix du client, puis ensuite les analyses, et puis tout le travail de mise en place de projets, de plans d'action. D'accord. Alors, au sommaire, ce qu'on vous a prévu, comme l'a dit Marie-Louis, une petite heure. J'espère qu'on va réussir à répondre à toutes vos questions. Néanmoins, si vous en avez déjà en amont sur Mathieu et le dispositif de voix du client chez Bouygues Télécom Entreprise, laissez un message et on sera un plaisir d'y répondre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter rapidement Eloquent, et pour ceux qui ne connaissent pas, Bouygues Télécom Entreprise, je pense que tout le monde connaît, mais Mathieu va rappeler quand même des éléments importants de contexte. Ensuite, on parlera du dispositif, et comme je le disais en aparté tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que Bouygues Télécom Entreprise a sans doute pour moi l'un des meilleurs et des plus évolués en termes de dispositif, de voix du client. Et donc, c'est toujours intéressant de savoir se benchmarker, et vous verrez si
peut-être que vous faites mieux. Mais en tout cas, c'est vraiment un dispositif qui est excellent et que je vous invite à voir aujourd'hui. Ensuite, on parlera aussi de la réclamation parce qu'on est à la marque aujourd'hui et on parlera donc de la manière dont c'est géré et surtout en fait le petit changement d'organisation dont on avait échangé avec Mathieu et un changement entre la centralisation et la décentralisation qui a fait une progression importante au terme de niveau de satisfaction. Et à la fin, là aussi, quand on discutait avec Mathieu, une des choses qui m'a vraiment intéressé, c'est la manière de choisir les actions prioritaires. Et ça, c'est assez original chez Bouygues Télécom Entreprise, avec la rationalisation, parce qu'on est là pour faire de l'expérience client, mais aussi que ça soit une expérience business, c'est un peu business pour l'entreprise. Et les méthodes que vous mettez en place qui se rapprochent des méthodes agiles, test and learn, etc. Et les storytelling. Et bien sûr, donc les questions qu'on prendra tout à l'heure. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais présenter rapidement Eloquent. Donc, Eloquent, on est éditeur de solutions de gestion de la relation client. Donc, ça fait 20 ans, c'est notre 20e anniversaire cette année. Et on a deux grands métiers. Le premier métier, c'est l'éditeur de solutions de centre de contact, donc gestion des interactions multicanales, services vocaux, numéros spéciaux, etc. Mais également automatisation, par exemple avec le chatbot Callbot qu'on met en place chez nos clients pour faire du self-care. Le deuxième métier, et ça, c'est la brique qui a été choisie par Bouygues Télécom Entreprise, c'est la mesure de la satisfaction, avec de l'enquête de satisfaction multicanale, enquête vocale, enquête SMS, enquête email, pop-up sur le site internet. Et je crois que chez Bouygues, vous mettez la totale. Je crois qu'il y a l'enquête web sur l'espace client, il y a l'enquête SMS sur certaines enquêtes. Sur certaines enquêtes, oui. Et l'enquête email également. Alors, l'enquête vocale, je ne sais pas si vous... Non, on n'a pas d'enquête vocale. L'enquête vocale, post-appel qu'on met en place souvent chez nos clients. On travaille également à la publication des avis. Donc, chez par exemple, un grand concurrent dont je tairai la couleur pour lequel on s'occupe en fait de la publication d'avis et puis également le monitoring du parcours client. Voilà, donc j'en ai fini pour moi. Alors, Bouygues Télécom, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte et pourquoi en fait c'est un challenge et c'est quelque chose de super important, l'expérience client chez Bouygues Télécom Entreprise? Oui, bien sûr. C'est assez drôle parce que c'était les 20 ans d'Eloquent et nous, c'était les 25 ans de Bouygues Télécom Entreprise. De Bouygues Télécom Global. On a commencé globalement Bouygues Télécom avec un gros réseau mobile. Et puis notre objectif, c'était de grandir et puis d'avoir une part un peu plus grande sur ce marché avec quatre grands acteurs. Aujourd'hui, globalement, sur la partie entreprise, on est le 3e opérateur. On travaille beaucoup sur la partie expérience client. Et vraiment, notre objectif, c'est d'implémenter l'expérience client très fortement pour mettre en place des axes d'amélioration, faire de l'amélioration continue. La chance qu'on a de notre côté, c'est d'avoir une vision qui est quand même assez globale. Donc, en fait, on travaille sur l'intégralité du périmètre. Donc, on va travailler, pour ceux qui connaissent un petit peu les télécoms, on va travailler du déploiement, donc quand on va aller brancher des prises, jusqu'au SAV, jusqu'au service technique, etc. Et donc, en fait, on va monitorer la voix du client sur tous ces périmètres-là. Donc, c'est une chance parce qu'on n'est pas cantonné à un tout petit périmètre. Donc, ça nous permet d'avoir une vision, entre guillemets, 360, tout parcours confondu, sur un modèle un petit peu Customer Journey. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet à la fois d'aller chercher des axes d'amélioration par grande usine, entre guillemets, la relation client, le service technique, etc. Mais ça nous permet aussi d'avoir cette vision transverse et d'aller chercher des axes d'amélioration entre chaque service. Alors, ça peut être des interactions entre les services, ça peut être pour avoir une vision globale sur le parcours du client, etc. Et du coup, notre objectif aussi, au-delà d'améliorer ces grandes usines, c'est de pouvoir travailler sur cette transversalité et d'avoir la possibilité de mettre en place des plans d'action qui ont des impacts positifs pour les différentes grandes usines, pour ces grands services. Ouais. Et puis aussi, l'expérience client, quelque part, c'est pour vous un élément différenciant. Dans les publicités, etc., vous annoncez un slogan qui est assez fort, et donc il faut répondre à cette promesse, quoi. C'est ça. On a une grosse promesse via l'image de marque, via les slogans, etc., on est fait pour être ensemble. Ouais. Donc, on a un gros axe différenciant autour du relationnel, autour de l'accompagnement, du suivi, etc. Et donc, c'est une véritable culture d'entreprise
qu'on développe et qu'on souhaite vraiment mettre en avant pour les clients. Parce que, bon, évidemment, on est sur un marché qui est très concurrentiel, avec des acteurs historiques. Et donc, nous, entre guillemets, petits acteurs, on se doit d'avoir une image différenciante qui nous permet justement de venir concurrencer et jouer sur le même marché ensemble. Ouais, donc, il y a certes des produits, mais qui se ressemblent un petit peu, même s'il y a des qualités de service, de 4G, etc., qui sont différents. Et donc là, un des moyens de se différencier, c'est justement cette expérience client et cette qualité de service. C'est ça, c'est ça. On veut vraiment jouer sur cette qualité perçue du client et on veut vraiment axer nos efforts sur ce point fort historique. Donc, nous, on va piloter des indicateurs particuliers. Donc, on va travailler notamment avec le CXI, le Customer Experience Index, qui est en fait un indicateur composé en 3 parties autour de la qualité des échanges, de la qualité de la réponse et de la réponse aux attentes. Et donc, du coup, nous, on va travailler notamment sur ce type d'indicateur-là pour aller capter un petit peu le ressenti du client sur vraiment l'interaction avec le collaborateur Bouygues Telecom Entreprise. Et on va travailler aussi, alors on le verra après, sur toute l'analyse sémantique. On fait beaucoup d'analyse sémantique et on va aller capter ces éléments-là de relationnel, de qualité des échanges, de qualité de l'accueil, de joignabilité, etc., pour justement s'assurer qu'on atteint toujours des NPS qui sont proches de l'excellence, de la très bonne performance, quel que soit le service sur lequel on fait des analyses. D'accord. Donc on a vraiment, Alors, juste pour finir sur la présentation, donc vous êtes rattaché au service marketing et vous êtes une très, très grande équipe. On est beaucoup. On est 2. Du coup, on est 2. Donc, j'ai une responsable, Sophie Guignobet, qui est responsable sur la partie expérience client et qui va justement driver les grandes lignes autour des prises de décision avec la direction, etc., pour vraiment articuler les différentes briques de l'expérience client, et moi-même qui vais travailler un petit peu plus sur la partie analyse, paramétrage des enquêtes, déclenchement des plans d'action, etc. Mais grosso modo, comme on est une petite équipe, on se partage les rôles, et donc c'est vrai que du coup, on se c'est ça qui est retrouve intéressant, c'est qu'en fait, comme vous n'êtes pas très nombreux, il faut aller à l'efficacité maximale. Et c'est justement pour ça que je trouvais que ce dispositif de ce matin est intéressant, parce que vous n'êtes pas une très grande équipe et justement, il fallait l'efficacité. Alors justement, on parle de dispositif. Qu'est-ce que vous avez mis en place en fait comme dispositif pour récolter la voix du client? Parce que je trouve que c'est un des plus complexes, malgré que vous soyez que 2. Bon, c'est gentil, hein. Ça fait beaucoup d'éloges pour une matinée, mais c'est vrai qu'on a essayé de mettre en place un dispositif qui est globalement assez étendu pour nous permettre de capter beaucoup d'éléments. On a besoin de beaucoup de feedback. L'entreprise, globalement, dans les différents services sont très preneurs de feedback client. Donc ça, c'est une chance, hein. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont engagées et qui ont envie justement de travailler avec ces feedbacks, à partir de ces feedbacks clients, pour justement améliorer leur qualité de service, etc. Donc ça, c'est une vraie chance, c'est le premier point. Nous, de notre côté, globalement, notre rôle, c'est d'aller mettre des sondes sur différents moments clés pour justement essayer de capter des éléments un petit peu différenciants auprès des différentes cibles qu'on peut questionner. Le premier grand dispositif qu'on met en place, c'est un baromètre. Alors, en vrai, on en a 2. On a un premier baromètre sur la perception client et donc sur la SATCLI de manière générale. Celui-là, il nous permet d'avoir un feedback un petit peu différent sur la perception du client vis-à-vis de nos offres, de nos services, et en fonction aussi des différentes lignes de marché, parce qu'on va pas appréhender de la même façon les différents marchés. On fait un deuxième baromètre annuel qui est, donc c'est des baromètres annuels, hein, globalement, un deuxième baromètre annuel qui est plus sur le marché,
et sur la concurrence. Et donc, du coup, notre objectif, c'est de voir un petit peu où est-ce qu'on se positionne vis-à-vis des différents acteurs de la téléphonie. Et votre positionnement est bien perçu ou pas? Est-ce que oui, voilà. on est fait pour être ensemble et vraiment c'est compris? ça. Est-ce que, alors oui, globalement oui, parce que on est au début de la mise en place de ce grand programme d'image de marque, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de publicité autour de ces aspects-là, etc. Donc globalement, le message est bien compris. Et les clients valorisent vraiment cet aspect-là d'accompagnement, de suivi. Et donc, on retrouve à l'intérieur de ce baromètre des grands éléments de notre culture d'entreprise. Donc, du coup, on a ces premiers baromètres qui nous permettent de nous positionner et puis de pouvoir échanger avec le marketing pour voir comment on peut construire, comment on peut faire évoluer des offres, des services, etc. Et comment on peut retranscrire les résultats, en fait. Donc, on va beaucoup travailler là sur les interactions avec les différents services, puis on va pouvoir travailler tous ensemble pour présenter les résultats. Ça, c'est un premier point. Globalement, les baromètres, ils sont faits par des cabinets externes. Donc, ce n'est pas nous qui les réalisons. Par contre, on vient alimenter avec des questions, avec des différents périmètres, etc., sur lesquels on veut poser des questions. Par exemple, cette année, au vu du contexte, on a décidé de poser des questions sur toute la partie gestion du confinement, etc. Donc, c'était intéressant d'aller capter des choses un petit peu différentes. Parce que c'est vraiment du feedback qualitatif avec des appels. Ça, c'est vraiment le premier dispositif, une vision globale macro. C'est ça. Deuxième dispositif, là, on est plutôt sur du HO et de la gestion de la satisfaction, de l'insatisfaction. C'est ça, exactement. Sur les enquêtes HO, en fait, ce qu'on va faire, c'est que globalement, à chaque fois qu'il y a une interaction avec un de nos services, donc ça peut être la relation client, le service technique, le déploiement, on va avoir une ouverture de ticket classique. Et en fait, on va envoyer une enquête à chaud à la clôture du ticket. Globalement, c'est le fonctionnement. On peut envoyer, comme tu disais tout à l'heure, des emails, mais on peut aussi envoyer des SMS. Notre objectif ici, c'est de capter à chaud l'avis du client autour de 3 grandes questions. On pilote le NPS, le CSAT et le CXI. On a aussi un petit champ libre pour laisser du commentaire client. C'est important, il faut se le garder à l'esprit parce qu'on fait beaucoup d'analyses autour de ces commentaires clients. Globalement, nous, notre objectif ici, c'est de réussir à capter le maximum de retours clients sur les différents moments clés. Donc, on a été positionné des sondes à des moments clés et on s'est dit, tiens, c'est intéressant d'aller poser une question à tel moment clé sur la partie du déploiement, sur la partie du service technique, etc. On a de la chance parce qu'avec Eloquent, on arrive à adresser pas mal de clients en automatique. Donc là, on gagne du temps, c'est bien parce qu'on n'est que 2. Et du coup, on arrive vraiment à aller cibler les bons clients. On a les bonnes données et globalement, on a des taux de retour qui sont assez bons. Moi, je suis toujours surpris par rapport à mes anciennes expériences des taux de retour. On a des taux de retour autour de 15-20%. Sur l'email. C'est plutôt 10-15. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, ça dépend des services. Hein. On a des services en fait, qui sont très challengés sur le taux de retour, sur la SAT-CLI. On a aussi beaucoup d'incentives, etc. Donc, c'est vrai que les collaborateurs, ils jouent le jeu. On a de la chance. S'ils ont les clients en ligne, ils vont leur rappeler au fait on a une enquête de SAT. Répondez, ça va nous permettre d'alimenter nos plans d'action, etc. Du coup, nous, c'est vraiment bien parce qu'on peut être sûr que les collaborateurs ils vont faire le maximum pour avoir des super taux de retour. Et on sait qu'Eloquent va pouvoir adresser comme il faut les questionnaires. Et donc, du coup, nous, tout ça, ça veut dire qu'on a beaucoup de matière et qu'on va pouvoir faire énormément d'analyses parce qu'en plus des données de résultats d'enquête de satisfaction, on attache en fait ce qu'on appelle des métadonnées aux enquêtes. Et donc, en fait, ces métadonnées, c'est des données métiers, outils, qui proviennent des différents outils gérés par les opérationnels, par les collaborateurs. Et donc, du coup, nous, on va se servir de ces données-là pour aller faire des croisements et des analyses vraiment un peu plus complexes. Et donc, on va avoir la possibilité d'aller croiser sur les types d'offres, les types de liens, les lignes de marché, etc.
Et donc, pour un chargé d'études comme moi, c'est génial, parce que ça veut dire plein de données, plein d'analyses Pour savoir possibles. que les mécontents, ils ont plutôt la ligne fibre sur le nord de la France. Exactement. Et donc, du coup, on va pouvoir aller faire des analyses, faire de la data visualisation, faire des tableaux de bord pour transmettre les informations, etc. Donc, c'est super. Ouais. Après, il y a les enquêtes spécifiques. Exactement. On a des enquêtes spécifiques. Alors, on les gère en ad hoc. Donc, ça veut dire qu'on va paramétrer des formulaires, etc. Et on va aller cibler des points très précis à l'intérieur d'un parcours, à l'intérieur d'un process. Et notre objectif, c'est d'aller capter des choses qu'on n'arrive pas à capter via des enquêtes qui sont plus génériques. Les fameuses enquêtes web dans l'espace client. Exactement. Les enquêtes web. On a une enquête en ce moment sur les livraisons. Parce qu'on sait que c'est un point qui est très, très important en ce moment avec les périodes de confinement, déconfinement, travail à la maison, travail sur site, etc. Et donc, du coup, on va aller cibler. Alors, on va faire tout un travail de ciblage, on va faire tout un travail de cadrage du questionnaire, etc., pour savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher de différenciant par rapport à ce qui existe déjà. Et en fait, en fonction de ça, on va pouvoir aller capter des moments clés et des avis clients qui sont extrêmement bien contextualisés. Et ces moments clés contextualisés, du coup, ils vont nous apporter des feedbacks extrêmement précis et ils vont nous permettre d'alimenter des réflexions. Alors, des réflexions, c'est des plans d'action. Ils vont pouvoir nous permettre d'alimenter des MVP, des roadmaps. Je crois que vous avez la facturation juste, ça. La livraison fluide et l'autre point, c'est la proactive. Ouais, les communications proactives. Et donc, du coup, on va aller travailler sur ces grands items-là pour justement aller travailler, alimenter les plans d'action et puis alimenter les différents services en interne. Alors, on va aller alimenter, par exemple, quelqu'un qui est PO, Product Owner sur un sujet en particulier, sur un outil en particulier, on va pouvoir l'alimenter avec du feedback très contextualisé qui va pouvoir intégrer dans sa roadmap, dans ses MVP, etc. Alors là, on parle d'un sujet métier, mais on peut parler de formation, on peut parler de process, enfin bref, la liste est très longue. D'accord. Alors après, quelque chose d'un peu spécifique qu'on ne voit pas partout, c'est l'analyse sémantique des conversations au centre de contact. Ouais, c'est ça. En fait, on fait de l'analyse sémantique. Alors, bon, encore une fois, équipe réduite dit périmètre potentiellement un petit peu réduit, parce que l'écoute des appels, c'est un métier à part entière, quoi. On pourrait avoir une ressource entière dédiée à ça. Puisque du coup, en fait, on va avoir un outil qui nous permet de retranscrire les conversations, donc en texte. Et ensuite, en fonction du texte qui est retranscrit, on va mettre un certain nombre de filtres, de paramétrage, avec des opérateurs, etc. Enfin, je vous passe le côté paramétrage, mais grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller cibler des phénomènes. Et ces phénomènes-là, après, on va aller les analyser. Alors, c'est des phénomènes qui sont souvent des gros enjeux pour les directions. Aujourd'hui, un des gros enjeux pour les directions, et je pense que dans le domaine de la téléphonie, globalement, tout le monde sera d'accord avec moi, c'est ce qu'on appelle le churn, les résiliations. Puisque, évidemment, on a des mouvements en fait, de clients. Ils passent d'un opérateur à l'autre. Exactement. Ils vont aller challenger les opérateurs et puis ils vont aller prendre la meilleure offre. Et donc, nous, en fait, on va aller faire des analyses du comportement de ces clients-là pour essayer d'identifier les thématiques, les termes qu'ils utilisent via notre outil de quality monitoring. Et en même temps, on va essayer de comprendre les causes racines. On va essayer de comprendre quelles sont les raisons de ce churn. Et donc, on va faire de l'écoute d'appel. On va aller contextualiser. Parce que c'est vrai qu'au final, le boulot de l'expérience client, c'est beaucoup de contextualisation, en fait. On a besoin de contextualisation pour bien cibler le bon client au bon moment, lui poser la bonne question au bon moment. Mais on a besoin de contextualiser aussi avec les opérationnels. On a besoin de leur point de vue, de leur avis sur le traitement de tel type de dossier, etc. Et donc, du coup, nous, on est un petit peu à la rencontre de ces deux univers. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble pour que ces deux univers, ils arrivent à matcher le plus possible. Ouais. Alors, tu m'as dit, juste pour faire une parenthèse sur Speech Analytics, c'est un super outil, mais qui n'est pas facile à exploiter. Ouais. Encore, vous êtes exploité qu'une petite partie. Un tout petit morceau. Alors, on utilise un tout petit morceau grand comme ça du Speech Analytics. Les potentiels de ce type d'outils sont juste incroyables. On peut faire énormément de choses, mais on préfère partir petit pour essayer d'identifier des petits phénomènes et puis après partir sur des plus grands phénomènes. L'objectif derrière, alors écouter des appels, c'est bien, se rendre compte qu'on a des axes d'amélioration, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on déclenche ?
Et là, on travaille sur, on a des réflexions sur des envois de communication, en fait, sur des moments clés clients qu'on a identifiés et sur lesquels on aurait de la valeur ajoutée pour le client, pour limiter des appels, limiter les questions, les insatisfactions, etc. Et Ouais, donc, de du l'appel coup, proactif, vous parlez de la facturation. ça peut être de l'appel proactif, ça peut être des communications mail proactives avant l'édition d'une première facture. En fait, on s'est rendu compte que globalement, la première facture, ça peut faire poser plein de questions aux clients parce que c'est nouveau, parce qu'on utilise des termes, il y a des paramétrages, etc. Et donc, du coup, une explication de cette première facture, on s'est rendu compte que ça pouvait avoir un effet très, très bénéfique pour le client. Et donc, on est en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, c'est peut-être lié à l'analyse sémantique, puisque Exactement. c'est justement, quand on avait discuté, tu m'avais dit la facturation, tout le monde disait en interne, non, mais la facturation, ça va, quoi. Et puis, en fait, vous avez dû prouver via les verbatim clients que non, la facturation, ça ne va pas, et au contraire, c'est de l'insatisfaction. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, aujourd'hui, grâce à l'analyse sémantique, on va travailler sur, on va paramétrer tout un corpus de texte, on va aller travailler sur les expressions, les intonations, etc. Et puis, on va aller catégoriser en fait les commentaires clients. Et l'objectif de la catégorisation de ces commentaires clients, c'est d'identifier les grands phénomènes. Alors, grosso modo, on a 3 phénomènes. On a des phénomènes autour des axes d'amélioration, des phénomènes autour des points forts et des phénomènes autour des bonnes pratiques qu'on souhaiterait généraliser. Et donc, on va aller catégoriser tous ces commentaires clients-là. Et puis, on va aller regarder un petit peu quelles notes nous ont mis les clients. Nous, on a la possibilité d'associer aux commentaires clients le NPS. Et donc, la puissance d'associer un NPS à des commentaires clients, c'est qu'on peut suivre dans le temps les évolutions et voir si on se positionne bien, est-ce qu'on est sur la bonne pente. Est-ce que suite à une situation, typiquement le Covid, etc., l'année dernière, on s'est rendu compte de certains décrochages, mais qui étaient logiques en fait, puisque on avait toute la situation qui avait changé, etc. Et donc, du coup, nous, ça nous permet à la fois de justifier auprès de la direction les thématiques qu'on souhaiterait embarquer. Alors, on les présente pendant des comités de direction, expérience client, on a une gouvernance, etc. Et notre objectif, justement, c'est de leur présenter ces éléments-là en leur disant on a 3 grands axes sur lesquels on veut travailler. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est OK ou pas? Et après, on va articuler tous ces grands projets autour de thématiques clés, autour de la facturation, de la livraison, des communications proactives. D'accord. Alors ensuite, les collaborateurs, ça aussi, c'est quelque chose qui est super important. Alors, il y a même, on l'a vu souvent chez certains de nos clients, comme par exemple Geodis, élu service client de l'année, c'est utilisé. Ouais. Alors, je te laisse parler peut-être des dispositifs et puis après de l'animation, s'y mettre les attentions, on est chaud. Oui, bien sûr. Déjà, on était super fiers d'être élu service client de l'année dernière. Donc pour cette année, pour 2021, sur la partie solutions communicantes. On a fait un gros travail pour rentrer dans le cadre d'élu service client de l'année. Donc, grosso modo, c'est un audit sur un certain nombre de critères. Et en fait, du coup, on est challengé sur ces critères-là, puisque si on a des bonnes notes, on gagne, on est bien placé. Et puis, si on n'a pas des bonnes notes, on n'est pas premier. Et du coup, si on n'est pas premier, on n'est pas élu service client de l'année. Du coup, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, justement pour faire du reporting. Donc, on a beaucoup travaillé avec les équipes pour leur donner la visibilité de la perception client sur les items clés de élu service client de l'année. Donc, on a beaucoup de relationnel, on a beaucoup sur la joignabilité, sur la réponse aux questions, l'orthographe, etc., la qualité des échanges. Et donc, en fait, on a été, justement, grâce à notre outil d'analyse sémantique, on a été capter les différents sujets sur lesquels on était particulièrement attendu par ESCDA. Et puis, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a présenté des indicateurs des NPS et on leur a dit, vous voyez, là, vous avez mis en place tel plan d'action. Et on a pris 4 points, 5 points de NPS, etc. Continuez, on est sur la bonne pente. Et on était aussi là pour dire, attention, ça, c'est un item sur lequel on va être évalué. Il va falloir travailler dessus parce qu'on voit une légère baisse, par exemple. Et donc, ce qu'on a identifié dans les commentaires clients, c'est telle thématique. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. L'objectif, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'échanger avec les équipes. Oui, parce que l'élu service client de l'année, c'est surtout de la motivation, de l'engagement des équipes. Ça permet d'animer les équipes plus que d'avoir le simple trophée. Oui, bien sûr. Ouais.
Et du coup, il y a tout un travail d'animation, d'utilisation des remontées collaborateurs, parce que du coup, c'est eux qui ont le savoir-faire du traitement avec le client, etc. Et du coup, nous, ils vont nous apporter ces éléments-là et nous, on va leur apporter de la visibilité sur la perception du client vis-à-vis la qualité de service de manière générale. Ça, c'est un vrai point positif. Et donc, on a fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de points pour justement présenter ces éléments, les partager, avoir des axes de réflexion ensemble sur quels seraient les meilleurs plans d'action, etc., etc. Alors, vous avez aussi les relais SATLI, c'est les relais opérationnels. C'est ça. Qui dit petite équipe dit besoin de relais potentiellement au sein des différents services. Et donc, du coup, on a un certain nombre de ce qu'on appelle relais SATCLI, qui sont en fait des référents opérationnels avec lesquels on va travailler quotidiennement pour faire remonter un certain nombre d'informations sur l'expérience client. Donc, globalement, comment ça se matérialise? On met en place des tableaux de bord, de la data visualisation avec un certain nombre de filtres. Et donc, ils ont la possibilité très rapidement d'aller chercher les bonnes informations. Sur leur secteur, sur leur activité. Exactement, sur leur secteur, sur leur activité, en fonction de leur équipe. Parce que c'est des visualisations qui sont disponibles à la fois pour les relais SATCLI, comme on les appelle, mais aussi pour les managers, mais aussi pour les directeurs avec des profils différents. Je crois que et les opérationnels aussi. Il y a 400 personnes chez Bouygues Télécom Entreprise. Je crois chez 400 personnes qui ont les tableaux de bord éloquents pour voir leur NPS ou leur CSAT sur leur Exactement. Et donc, du coup, là, c'est super parce que ça veut dire qu'on a des moteurs, on a des promoteurs au sein des services qui viennent récupérer les données, les compiler, les présenter en comité, etc. Et donc, on va travailler avec eux sur les analyses, les méthodes, etc. Et puis, on va avoir aussi tous les collaborateurs qui vont aller piloter leurs résultats et qui vont pouvoir aller regarder, moi, je suis à tel pourcentage de entre direction générale, exactement. Moi, je suis bon, pas bon, le national, etc. Exactement. Et du coup, il y a des vrais challenges derrière qui sont mis en place avec des incentives pour motiver les équipes. Nous, on a trois gros challenges. Le premier, c'est le traitement du client de bout en bout. Donc, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on ouvre une enquête de satisfaction, on ouvre un nouveau canal pour le client pour qu'il puisse interagir avec nous. Et donc, on estime qu'il faut mettre le maximum d'efforts dans un premier temps sur la réponse au client vis-à-vis de son retour, de son feedback. Donc, si évidemment il a un problème, on va faire en sorte de le traiter au plus vite. Puis, bon, s'il est très satisfait, on est ravis et tout se passe bien. Mais ça, c'est vraiment le premier point. Et je crois que le record, à l'époque, c'était 13 minutes entre le moment où il a fait l'enquête de SAT, où il a été rappelé par le manager. Je crois que c'était à l'époque Laurent qui m'avait dit ça. il y a vraiment un challenging des équipes parce que justement, l'objectif, c'est d'avoir un très bon taux de SAT. D'ailleurs, on a une deuxième enquête, une sorte de deuxième vague suite au traitement de l'insatisfaction, une sorte d'enquête reconquête pour aller mesurer la satisfaction du client suite au traitement de son insatisfaction. Donc, on va vraiment aller chercher cet effort du collaborateur pour aller traiter jusqu'au bout son dossier. Ça, c'est très important. On a un deuxième sujet qui est assez important, c'est le taux de retour. J'en parlais tout à l'heure, on a des super taux de retour et ce n'est pas un hasard. C'est un vrai sujet qui est porté par les équipes et du coup, il y a un vrai travail derrière. Nous, derrière, en fait, en tant que chargé d'études, ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de retours pour que ce soit représentatif, en fait. Et donc, nous, il nous faut suffisamment de matière pour qu'on puisse tracer des tendances, pour qu'on puisse comparer les résultats d'une période à une autre. Et donc, du coup, pour nous, c'est juste indispensable d'avoir suffisamment de retours. Donc, c'est un deuxième gros sujet. Et le troisième, c'est l'implication de la direction qui est très, très important. Pour nous, il faut vraiment qu'il y ait des personnes qui soient moteurs pour impulser tous ces éléments-là, tous ces changements-là. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est très important, qui est dans l'ADN de l'entreprise. D'accord. Alors, le dernier point, c'est la symétrie des attentions. Oui. Et après, les comités expérience. Donc, symétrie d'attention un peu classique. Je pense que tout le monde connaît un petit peu le concept. En fait, on va faire des enquêtes pour les collaborateurs. Et l'objectif de ces enquêtes, c'est on part du principe que ce qu'on met en place pour les clients, on veut le mettre en place pour les collaborateurs. Et qui de mieux placé pour nous parler des relations entre Bouygues Télécom Entreprise et le client.
les collaborateurs, il n'y a pas de sujet. Et donc, du coup, en fait, on va aller travailler avec eux pour identifier potentiellement les axes d'amélioration, les points forts sur lesquels il faut qu'on travaille pour mettre à disposition les meilleurs outils, les meilleurs process, pour qu'ils travaillent vraiment dans les meilleures conditions et qu'ils aient toutes les informations à disposition pour communiquer aux clients. Donc ça, c'est un gros sujet. Récemment, on a fait un baromètre commercial. Et du coup, ce qui est super, c'est qu'on a pu alimenter tout un tas de réflexions et de services avec des informations sur les outils, les process, etc. Donc ça a vraiment une grosse valeur ajoutée en interne pour pouvoir analyser justement cette symétrie des attentions, cette voie des collaborateurs. Ce qui va pas dans les outils, ce qu'ils disent, moi j'aimerais bien faire mon boulot, mais je n'ai pas les outils à disposition. C'est exactement ça. Alors si on vient maintenant sur une partie qui intéressera, je pense, une partie des auditeurs, c'est la partie gestion des réclamations. Donc, si tu peux nous en dire quelques mots sur la gestion, puis après justement cette fameuse réorganisation qui a changé un petit peu la donne au niveau de la satisfaction. Au niveau de la réclamation, moi, je vais surtout parler de la partie gestion de la réclamation suite à une enquête de satisfaction. C'est vraiment le cœur de métier sur lequel j'interviens. Aujourd'hui, quand on va avoir une insatisfaction qui remonte via l'enquête de réclamation, via l'enquête de satisfaction, on va justement avoir les collaborateurs qui ont des accès à une plateforme pour traiter la réclamation. Donc, ils vont avoir accès directement via leur profil à leurs différentes insatisfactions et ils vont aller traiter, donc ils vont aller mettre le traitement, le détail de traitement, ce qui a été mis en place. Et puis, du coup, derrière, le manager il va pouvoir s'assurer que ça a bien été fait. Donc, en gros, le collaborateur a une vue, le manager a la vue de toute son équipe et le directeur a la vue de toutes les équipes des managers. Ça, c'est différents rôles. Jusque-là, rien de très… toujours très classique, hein, rien d'anormal. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, on a des équipes opérationnelles. C'est ces équipes opérationnelles-là qui traitent les dossiers, qui vont aller traiter leur insatisfaction. Ça, globalement, c'est une vraie valeur ajoutée, puisque les collaborateurs, ils ont une vision globale, 360 du client. C'est eux qui ont traité les derniers tickets. C'est eux qui ont pu travailler sur une résolution de problème, une ouverture de ligne, etc. Et l'objectif, c'est de vraiment capitaliser sur la connaissance du collaborateur pour aller échanger directement avec le client. Ça, c'est un système, on va dire, qui existe dans quasiment tous les services en interne. Mais on avait un fonctionnement qui était un petit peu différent, entre guillemets, sur la partie relation client, et notamment sur les lignes de marché PME, puisqu'en fait, globalement, on avait un système où chacun des collaborateurs était prêt à prendre les appels. On va dire le premier qui est disponible va prendre le premier appel qui arrive. Ouais, c'était centralisé. C'était centralisé avec un SVI, une gestion des disponibilités, etc. et des statuts. Donc, voilà. Ça pouvait se comprendre parce qu'on avait, sur la PME, on a globalement une approche qui est plutôt mass market, avec certaines offres qui sont déjà bien packagées, etc. Et donc, on partait du principe que si on parlait à Bouygues Télécom Entreprise, globalement, c'était OK en termes d'approche. Donc, du coup, on avait le premier disponible prenait l'appel et puis on avait un service qualité qui prenait en charge les insatisfactions. Donc, on avait un service qualité qui traitait chacune des insatisfactions et qui allait, entre guillemets, voir les collaborateurs en disant « OK, qu'est-ce qui s'est passé sur ce dossier, etc. etc. » Il y a eu globalement un changement d'organisation pour adapter en fait ce fonctionnement. On s'est rendu compte que au vu des promesses que l'on a, on est fait pour être ensemble, etc. L'excellence du service, la proximité. Exactement. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait avoir une approche qui allait être différente. Et en fait, on s'est basé sur ce qu'on fait déjà sur des clients qui sont un petit peu plus premium ou des clients qui sont plutôt au grand compte, etc. Et donc, du coup, on a décidé de mettre en place un système avec des agences commerciales et, on va dire, des routages d'appels en fonction des agences commerciales auxquelles les clients sont rattachés. Donc, au lieu d'aller
d'appeler directement le siège ou le centre de plateau d'appel. C'est ça. Maintenant, c'est décentralisé au niveau de l'agence dont dépend le client. C'est le paramétrage du SVI qui nous permet en fait de d'aller rerouter grâce au numéro de téléphone. En fait. Donc, l'utilisation du numéro de téléphone nous permet de router vers Frédéric parce que Frédéric est rattaché à l'agence commerciale. L'avantage de ce point-là, c'est que du coup, on est beaucoup plus proche des clients. Et donc, on se retrouve avec des interlocuteurs, entre guillemets, dédiés. Je suis de l'agence de Frédéric, etc. Donc, il y a une sorte d'appartenance, une sorte de gestion, on va dire, vraiment ciblée pour le client, même pour la TPE, quelle que soit la taille de l'entreprise, vraiment moins de 50, on va dire, salariés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais avantages parce que derrière aussi, quand il y a une gestion d'insatisfaction, c'est cette même agence commerciale qui va aller traiter le sujet jusqu'au bout. Et en fait, on s'est rendu compte que le fait d'avoir cette gestion de bout en bout, cette vision 360, permet en fait une meilleure perception du client. Alors, quels ont été les impacts justement sur la notation? En fait, on s'est rendu compte très, très rapidement, quasiment dès la mise en place d'une évolution sur nos indicateurs. Surtout sur le CSAT et sur le NPS. On avait des indicateurs qui étaient globalement assez fluctuants. On était très impactés par des facteurs exogènes, etc., sur lesquels potentiellement les clients pouvaient ressentir de notre côté l'organisation, etc. Et donc, du coup, maintenant, on se rend compte en fait qu'on a réussi à stabiliser un petit peu plus ces indicateurs, donc moins de volatilité autour des indicateurs. Mais on s'est aussi rendu compte qu'en fait, nos indicateurs, ils étaient juste meilleurs en fait. Des meilleures notes, des meilleurs NPS, des meilleurs CSAT. Et donc, du coup, on se dit que ce fonctionnement-là est plus proche des attentes. Plus proche des attentes des clients et que globalement, ils ont vraiment un besoin de suivi, d'accompagnement avec un interlocuteur dédié. L'interlocuteur dédié, c'est une de nos catégories dans l'analyse sémantique. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a un impact. Alors, si on peut juste finir sur la partie gestion des réclamations, juste le petit dispositif de suivi. Donc, il y a des résultats de satisfaction tous les mois et il y a des thèmes. Juste en 2-3 minutes. Ouais, en fait, globalement, quand on va aller analyser l'insatisfaction, on va aller déterminer les grands thèmes. Donc, on va faire de l'analyse sémantique. Et c'est grâce à ça qu'on va aller, entre guillemets, multitaguer les insatisfactions. Et donc, c'est en taguant ces différentes insatisfactions qu'on va aller pouvoir travailler sur telle ou telle thématique. Donc, c'est vraiment le principe d'analyse sémantique qui vient alimenter nos réflexions, alimenter les plans d'action, etc. On fait grâce à ça, on va pouvoir faire la data visualisation. Donc, en gros, on utilise un outil de data visualisation et puis on va pouvoir tout de suite identifier, par exemple, les types de tickets sur lesquels on génère le plus d'insatisfaction, les thématiques principales sur lesquelles on génère le plus d'insatisfaction. Et ça, c'est envoyé en newsletter Exactement. En fait, on va faire des ateliers tous les mois. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller taguer ces insatisfactions et puis aller travailler ensuite avec les équipes sur des solutions qu'on pourrait apporter. Alors, bon, il y a plein de thématiques sur lesquelles on travaille. On a des thématiques où on va aller challenger un peu le ROI. On va avoir des thématiques sur lesquelles on va aller plutôt aller challenger les communications, on va aller challenger les process, etc. Ça tombe bien, justement. Comment on fait pour définir les actions prioritaires? Parce que là, on est vraiment là-dessus. Là, tu nous dis, faut taguer, il faut faire tout ça. Comment C'est ça. C'est un gros sujet pour nous, les actions prioritaires, puisqu'en fait, globalement, l'approche qu'on a, c'est une approche rationnelle. On va avoir une approche un peu en se disant, très bien, quel est l'état de l'art et vers quelle action on a envie d'aller se porter. Donc, on va utiliser les résultats d'enquête de cette CLI pour définir les grands piliers, les grands projets sur lesquels on aimerait travailler. Ces projets-là, ensuite, on va aller les porter auprès de la direction. On a une gouvernance avec des comités expérience client
qui ont lieu tous les mois. Et l'objectif, c'est d'aller présenter les résultats à la direction et d'aller trancher avec eux sur les thématiques qui sont intéressantes pour eux aussi. En gros, ce qu'on peut se dire, c'est que on vient alimenter une sorte de MVP qui permet… Minimal Viable Product, donc une bêta, un prototype. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va aller travailler sur ces éléments-là pour se dire, OK, cet élément-là, c'est aussi un sujet opérationnel. Nous aussi, on a des sentiments, des pressentiments sur ce sujet-là. Et donc, du coup, vous venez de nous apporter les preuves pour partir sur le sujet. Banco, on y va. Et du coup, notre valeur ajoutée, c'est d'aller présenter ces données-là, déjà packagées, bien belles, bien propres et tout ça, avec des super verbatim, avec des NPS, avec des analyses croisées, etc. Et puis, à les convaincre. Avec le potentiel business qu'on perd. Exactement. Et du coup, cette priorisation avec la direction, elle est indispensable parce que sans celle-là, on n'embarque personne en fait. Et si on n'embarque personne, derrière, nos projets, ils tombent à plat. Et puis du coup, ils sont pas emmenés avec les autres projets qui peuvent être priorisés avant les nôtres en fait. Parce que au final, le sujet il est autour de la priorisation. On a tous des super roadmaps avec beaucoup d'activités dedans. Et donc, du coup, nous, c'est d'arriver et de dire, bon, voilà, ici, nous, on mettrait bien de la prio 1, ici, on mettrait bien de la prio 2, etc. etc. Donc, c'est travail avec la présentation d'analyses quantitatives, qualitatives, exactement. Quantité d'appels, temps de réponse, potentiel business, travail avec les relais satellites, avec des tableaux de bord, la mesure du ROI à chaque fois, avec des données. C'est ça. Et voilà, donc comment en fait vous faites pour rationaliser? Donc, on parle souvent de POC que vous mettez en place. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, récemment, sur la partie relations clients, on a mis en place un POC, donc un Proof of Concept, sur des communications proactives. Donc, c'est un des sujets, un des piliers phares sur lequel on a envie de travailler cette année. Et donc, on a mis en place ce POC qui nous permet en fait d'envoyer des communications proactives personnalisées, donc réalisées à la main par les collaborateurs, sur des étapes qu'ils estiment être indispensables. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va apporter aux clients plus de suivi, plus d'accompagnement. Et c'est vraiment dans la démarche de la mise en place d'agences commerciales, etc., l'image de marque, notre posture relationnelle, etc. Au niveau de la satisfaction, tu m'as dit le CSAT va augmenter de 5 points en mettant en place ces communications proactives. Exactement. En fait, cette communication proactive, on s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup d'impact, notamment sur 2 grands types de tickets qu'on gère, qui sont les tickets autour des commandes. Donc, je souhaite un nouveau mobile, etc. Et puis, toute la partie facturation. Et donc, en fait, en mettant en place ces nouvelles communications, on a envoyé un questionnaire très spécifique, donc les fameux questionnaires ad hoc dont j'ai parlé au début. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que on avait des résultats qui étaient super bons. Les clients plébiscitaient réellement la nouvelle approche, le suivi, et ils voulaient absolument continuer à avoir ce suivi-là. Alors, évidemment, il y a plein de thèmes qui remontent vis-à-vis de ce POC. On a des clients qui nous parlent de l'écoute, de la disponibilité, du suivi, du respect des engagements, qui nous parlent aussi de la résolution de potentiels dysfonctionnements, etc. Et donc, en fait, on a plein de thématiques qui sont venues ressurgir, qui sont en fait, pour les collaborateurs, des évidences, mais sur lesquelles, des fois, on a un petit peu de mal à mettre des mots, des fois, on a un petit peu de mal à structurer, ou on a besoin de données pour aller prouver, en fait, que c'est des sujets importants. Et donc là, on est arrivé avec tout un tas de matières très spécifiques pour le client, avec du contexte, avec du wording client, qui donne vraiment de la couleur. Exactement. Alors, le dernier point, c'est la méthode que vous mettez en place plutôt en mode test and learn. Alors, justement, qu'est-ce que vous faites de manière particulière là-dessus avec les user stories, un petit peu comme en informatique? Alors, comment ça se passe? C'est le dernier point. Après on passera à la conclusion par Marie-Louise, les questions-réponses. En fait, du coup, sur le test and learn, on fait 2 choses. On crée des user stories. Donc, en fait, en fonction des insatisfactions clients, etc., ou des satisfactions clients, on va aller déterminer des cas d'usage, en fait,
selon lesquels le client voudrait être traité ou ce qu'on pourrait mettre en place pour le collaborateur pour qu'il puisse traiter au mieux un type de demande. En général, ça commence par en tant que collaborateur Bouygues Télécom entreprise, j'ai besoin d'eux, je veux pour traiter telle partie, par exemple. Et l'objectif, en fait, derrière ça, c'est d'aller identifier certains éléments sur lesquels on va avoir de la valeur ajoutée, mettre en place cette action. Donc, on va se dire, OK, très bien, en tant que collaborateur Bouygues Télécom entreprise, j'ai besoin d'avoir la visibilité je sais pas, de l'état de la facturation pour un client. Donc, du coup, comment ça se matérialise? On va mettre un petit tag sur la fiche du client dans notre CRM pour identifier si le client a bien payé sa facture ou est-ce qu'il n'a pas payé sa facture, par exemple. Et donc, du coup, ça, c'est très, très fort parce que ça va totalement dans le sens de la symétrie des attentions. Donc, on le fait à la fois pour les collaborateurs et pour les clients. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on va se rejoindre. En gros, on se rend compte que si un collaborateur n'a pas telle information, il ne peut pas la donner au client. Donc, forcément, le client, il va avoir besoin de cette information-là. Il va nous remonter aussi. Je donne un exemple. Si on ne communique pas les bons délais, si le collaborateur il dit oui, moi, je ne peux pas communiquer les délais parce que pour moi, je n'arrive pas à avoir les bons délais. Et le client, il va nous dire oui, mais vous ne communiquez jamais les délais. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Donc, voilà, on a un vrai sujet là-dessus. Et puis, on a un deuxième sujet sur tout ce qui est les REX. Et donc, les retours d'expérience sur comment on va faire pour justement améliorer nos parcours, etc. Alors, il y a Marie-Louis qui vient d'apparaître. Ça veut dire que c'est le moment de faire la conclusion et les questions-réponses. Non, vous ne parlez pas trop. C'est qu'effectivement, on est contraint par le temps et on va essayer de tenir effectivement le timing. Donc, merci vraiment à tous les deux pour le témoignage. Une fois de plus, il y a un replay qui permettra à ceux qui ont pris le train en route de pouvoir reprendre des bouts ou de pouvoir revenir, voire de partager en équipe les témoignages que vous avez partagés en binôme. On a plusieurs questions qui ont été posées à différents endroits, que ce soit dans le questions-réponses ou dans un petit message. Donc, si certaines d'entre elles, vous souhaitez les prendre au débeauté, surtout, n'hésitez pas l'un comme l'autre. Je commencerai peut-être, c'est une question très pratique, donc je pense Mathieu, quel outil utilisez-vous pour retranscrire la voix du client en texte? Voilà, juste le nom de... Okay. Ça s'appelle Verint. C'est un outil qui nous permet en fait de faire du quality monitoring, donc qui enregistre les appels, donc qui est associé à notre outil de gestion des appels, et en parallèle qui va permettre en fait une retranscription littérale des appels. Globalement, je crois qu'on est autour de 80% de retranscription. Donc, ça veut dire que 80% des échanges faits entre le client et le collaborateur est retranscrit en texte. Et après, on va mettre des filtres sur ce texte. Donc, Verint, c'est ça? Verint, ouais. Ok. Alors, très bien. Question, c'est est-ce que vous envoyez systématiquement une enquête après chaque interaction au risque d'envoyer plusieurs enquêtes à la même personne ou y a-t-il un détail de rétention ou de sursollicitation? Ça, c'est grâce à Frédéric, à Eloquent surtout, qu'on arrive à gérer cette partie-là. En fait, on part du principe que quand on contacte un client, par exemple, on a un client qui ouvre un ticket aujourd'hui, s'il ouvre un autre ticket demain, on ne va pas le réinterroger 2 fois, c'est trop lourd. Ça fait trop de sollicitations, c'est ce qu'on appelle des sursollicitations. Donc, on met des règles de sursollicitation avec Eloquent qui nous permet en fait globalement de ne pas envoyer plus d'une enquête par mois à un client. Ça permet, dans un premier temps, de nous assurer que le client il va répondre à l'enquête qu'on lui envoie. Parce que si on lui en envoie 10, forcément, il ne va pas répondre 10. Et puis, ça nous permet de conserver notre taux de réponse. Comment si tu en reçois tous les jours à la fin? C'est ça, à la fin, on se retrouve avec des taux de réponse de 5 ou 10%, puis on fatigue notre échantillon. En fait, on se rend compte que quand on sollicite trop les clients, ils finissent par être fatigués de nous et ils n'ont plus envie de nous répondre. Et donc, du coup, on préfère réduire le rythme d'interrogation, donc potentiellement envoyer moins d'emails, moins de SMS, mais être plus ciblé et être plus pertinent. Une autre question de la part de Fadila qui nous dit: pourriez-vous faire un zoom sur vos KPI? Quels sont-ils? Bien sûr. En gros, on suit 3 indicateurs. L'indicateur phare qu'on suit, c'est le NPS.
parce que, en fait, dans la construction même de notre questionnaire, on a décidé d'associer notre NPS à notre commentaire client. Et donc, on pose la question de la recommandation et ensuite, on laisse la possibilité au client de mettre un commentaire. Et en fait, la puissance de ce NPS, c'est qu'on l'associe au commentaire client et à l'analyse sémantique qu'on fait. Et donc, il est très puissant pour avoir une vision transverse, globale, entre les différents services, mais aussi pour se comparer avec la concurrence, etc. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir des niveaux aussi bien en interne et pour déclencher des projets qu'en externe pour se comparer avec les autres. Donc, le NPS, le roi. Ensuite, CSAT. Parce que bon, on sait un peu comment fonctionnent les différents indicateurs et on sait que la recommandation, on est plutôt sur les 3, 4, 10 dernières interactions avec le service client ou avec le service technique. Et puis le CSAT, c'est plus à chaud, c'est la dernière interaction, c'est le dernier échange, c'est plein Est-ce qu'on a résolu mon problème? Est-ce que je suis voilà. content? C'est du vraiment pur à chaud avec beaucoup de ressenti, de feeling du client. Et donc, du coup, celui-là, il est très important parce qu'il vient un petit peu Vérifier pondérer que la le prestation a NPS. été faite. Exactement. Donc ça, c'est le deuxième et très important. Puis le troisième, le CXI, justement, au vu de notre posture relationnelle, au vu des attentes qu'on a en interne, on a décidé d'utiliser cet indicateur-là, qui est en fait un agglomérat de ces trois questions. Exactement, de ces trois questions. Et puis, du coup, qui nous permet d'avoir un score un peu comme le NPS. Il est super intéressant parce que comme on veut vraiment challenger le relationnel, il nous apporte vraiment un éclairage un peu différent sur l'utilisation, sur le ressenti du client. Il est utilisé entre guillemets avec parcimonie, c'est-à-dire qu'on utilise l'indicateur global, mais on ne va pas découper question par question pour aller analyser chacune des questions. C'est des notes de 1 à 5. Ouais. Donc, du coup, on se retrouve avec des en fait, il y a trois questions qui sont regroupées dans une seule question. Alors, peut-être tu peux rappeler les questions qui composent le CXI. Donc, c'est la qualité des échanges, la qualité de la réponse et la réponse aux attentes. Voilà. Et donc, du coup, il faut vraiment utiliser les trois ensemble, parce que c'est la puissance de cet indicateur. Il faut utiliser les trois ensemble pour qu'il ait du sens. Il ne faut pas utiliser un seul des trois questions, parce que sinon, on fait des analyses qui ne sont pas du tout pertinentes. Ok. Par rapport au KPI, il me semble que tu mettais un zoom tout à l'heure, notamment sur l'importance du taux de retour avec une REM. Ou un challenge oui, c'est ça, des incentives et tout, des challenges. Ouais. Et du coup, comment c'est mis en place? Parce que bon, il y a toujours une espèce, si ce n'est de guerre larvée, mais de soupçon justement sur le NPS. On envoie les enquêtes uniquement aux clients dont on sait qu'ils sont contents, livrés dans les temps, blablabla. Je caricature, mais pour aller vite. Justement, cette animation sur le taux de retour, elle vient d'où et ça se passe comment? Alors, c'est une animation qui est réalisée côté opération. Et en fait, ils ont des tableaux de bord qui leur permettent de piloter leur retour, leur nombre de retours, leur taux de retour. L'objectif derrière ça, en fait, c'est d'aller challenger les équipes quand ils se retrouvent de nouveau au téléphone avec le client pour faire du suivi, pour traiter un nouveau sujet, etc., pour qu'ils aient en tête de bien évoquer cette enquête de satisfaction en disant, écoutez, voilà, monsieur, vous avez reçu une enquête de satisfaction, l'objectif, c'est d'améliorer nos services, etc. Donc, on ne rentre pas dans le cliché de mettez-nous 9 ou 10. On n'est pas du tout dans ce sujet-là, mais on est vraiment dans le côté donnez-nous de la matière pour qu'on s'améliore, etc. Et qu'on réponde au mieux à vos attentes. Donc, c'est vraiment géré côté opération et ça a vraiment pour objectif d'aller challenger, entre guillemets, le taux de réponse en lui-même et pas aller challenger juste pour aller récupérer des bonnes notes. Parce que c'est vrai qu'on peut vite rentrer dans ce conflit-là. Je pense que dans toutes les boîtes, on nous a demandé tiens, regarde, je te file tel ciblage, va interroger tel client, parce qu'ils savaient très bien derrière qu'on allait avoir des NPS qui crèvent les plafonds. Et donc, du coup, on essaye d'être vigilant là-dessus, sur nos règles de ciblage. Donc, on travaille énormément sur nos règles de ciblage, sur la sélection des clients.
et notamment dans le cadre des enquêtes qui sont automatisées et qu'on gère très bien avec Eloquent. On a des requêtes qui tournent derrière pour s'assurer qu'on va aller vraiment chercher tous les clients qui ont ouvert un ticket puis clôturé un ticket. Donc, on ne va pas aller dire on choisit lui, on ne prend pas lui, etc. Mais ceux qui ont un délai de traitement long, on va les exclure. Oui, voilà, c'est ça. Ou cette offre-là, on sait qu'elle ne marche pas, je vais pas l'interroger. C'est un vrai challenge derrière. Ok, et donc Caroline qui demande justement le taux de retour aux enquêtes, il a été donné tout à l'heure, je crois qu'il est supérieur à 15%. Il est entre 15 et 20%, ouais, c'est ça. En fait, on a des enquêtes qui sont à plus de 20%, mais globalement, on est entre ces deux eaux-là. Avant de prendre la question de Guillaume, Mathieu, je vais te demander si tu peux épeler l'outil de retranscription de la voix. Ah oui, Verint, V-E-R-I-N-T. Voilà, Virginie, V-E-R-I-N-T. La question de Guillaume, qui était la suivante et qui l'a reformulée, donc dans le doute, je vais prendre les deux. Bonjour, en redirigeant les appels vers un interlocuteur dédié, comment gérez-vous le débordement et plus globalement la QoS? Donc là, je pense que c'est un truc qualité. Voilà. Je reformule, n'y a-t-il pas un risque d'impact sur la QoS et ainsi générer de l'insatisfaction? Alors, c'est un gros sujet, hein. C'est une évidence. Quand on fait service client, on sait que la gestion de l'interlocuteur dédié, c'est quelque chose de très, très complexe. On se retrouve souvent avec des interlocuteurs qui vont être sollicités sur tel ou tel sujet. Et donc, du coup, ils ne sont peut-être pas forcément disponibles pour les autres. Et donc, ça peut potentiellement générer des conflits. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne redirige pas vers un seul interlocuteur dédié, on redirige vers une agence commerciale. Donc ça, c'est le premier point. Ça nous permet, en fait, en gros, de redispatcher les appels sur entre 7 et 8 collaborateurs. Donc, on a la possibilité de gérer les potentiels flux d'appels. Et puis, on travaille aussi justement sur ces flux d'appels. En fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'en mettant en place cette gestion par agence commerciale, on s'est rendu compte qu'on avait aussi beaucoup de clients qui ne s'identifiaient pas à l'intérieur des SVI. Et donc, du coup, il a fallu qu'on gère un certain nombre d'appels qui étaient, entre guillemets, non qualifiés et qui arrivaient un peu sur l'ancien modèle de c'est le premier qui est disponible qui va répondre à l'appel. Et donc, du coup, on a un peu deux gestions, entre guillemets. On a une gestion dédiée agence commerciale qui nous permet de répondre au mieux aux appels. En fonction de ce qui est qualifié, et ce qui n'est pas qualifié, c'est en fonction de disponibilités qui sont en parallèle et qui permettent de réattribuer des appels en fonction des disponibilités. Donc, on a vraiment un distinguo, mais c'est très intéressant. On a vraiment un distinguo entre les deux gestions. Écoutez, le temps ayant filé, on va devoir effectivement mettre un terme à l'échange. Il y a quelques questions, mais je crois qu'on a essayé de croiser les questions qui avaient été posées. Et je finirai du coup peut-être juste par un témoignage de Marido qui nous dit qu'elle travaille pour une société de restauration. J'ai mis en place un dispositif de transformation managériale axé client-collaborateur. Je suis tout à fait en phase avec l'intervention d'aujourd'hui. L'implication et l'adhésion du collaborateur est essentielle pour le développement de la satisfaction, au plaisir d'échanger sur ces sujets. Voilà, un petit Coralie qui nous dit très intéressant, merci. Je dois vous quitter, merci pour cette présentation, échange très clair et très intéressant. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, mais en tout cas, soyez remerciés tous les deux pour ce témoignage. Une fois de plus que vous pourrez tous retrouver vraisemblablement sur du YouTube via notamment des communications d'Eloquent, peut-être sur le site de la marque. Autre point, la présentation PowerPoint sera-t-elle disponible? Oui, bien sûr. Elle l'est, donc voilà, la question avait été posée. Et puis, du coup, il ne reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente journée. Vous pourrez retrouver notamment Frédéric cet après-midi dans le cadre du CX Paris, puisque tu y interviens avec… Juste avant toi, avec Dalkia. Avec Dalkia, exactement. Et puis, effectivement, je rempile avec d'autres Grenoblois, notamment notre cher et ami Daniel Arret, et d'un Savoyard de la Compagnie des Alpes, où nous parlerons cet après-midi de culture client. Voilà. Et puis, voilà, j'ai évoqué tout à l'heure la date du 9 juillet pour notre 52e convention, qui sera consacrée à l'incertitude. Et on y accueillera des personnes assez éclectiques, puisqu'on y retrouvera notamment le précédent commandant de l'école de guerre, l'amiral Finaz, qui nous parlera de l'incertitude vue notamment de l'armée. On aura aussi le président du directoire de Nocibé qui nous parlera aussi de l'incertitude en tant que dirigeant. Ensuite, on aura aussi des déclinaisons par marque où interviendra notamment la Maïf, que connaît notamment Frédéric et Eloquent, puisque je crois que vous travaillez ensemble. Et puis on achèvera cette rencontre d'une belle manière aussi, puisque nous accueillerons le patron
des pilotes d'essai d'Airbus. Voilà, un autre type de sujet par rapport à l'incertitude. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On a débordé de 3 minutes, donc 3 fois pardon et 3 fois merci à tous. Agathe, voilà, vient d'ailleurs de mettre le... Et on se revoit cet après-midi, donc CX, CX Paris. Ouais. .fr. Et donc, Marie-Louis, j'espère qu'on se verra cette fois en face à face. Je crois que je devrais prendre ton siège quelques minutes après que tu l'as quitté, tu vois. Je crois qu'on se suit avec le... Je te rassure. Bon, c'est très bien. Bon, écoutez, à cet après-midi, donc, Frédéric, et puis tous les autres internautes, bon après-midi.